Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio pour cette fin de semaine dans l'émission À demain, vers demain. Voilà, alors je ne vais pas vous présenter la personne qui va venir maintenant vu que elle fait des émissions avec nous tous les 3 mois. Il s'agit d'Olivier Danès et qui nous fait de super émissions. Salut Olivier, comment vas-tu? Olivier est là ou Olivier n'est pas là? Bon. Je ne t'entends pas Olivier. Je crois que ton micro n'est pas branché. Décidément. On a eu la même chose hier. Voilà. Bon, je vais mettre une petite chanson en attendant qu'Olivier se reconnecte. Allez, ce sera Florent Pagny. Tu es là, Olivier? Je t'entends lointain. Oui. On avait un week-end sans personne, alors on s'est arrangé comme ça. Voilà. Le week-end prochain, on a du monde, et puis, oui. Olivier, Ouais. c'est même pas moi qui parle. Je Voilà, puis là, l'entends. j'ai une émission de radio, là, tout de suite. Là, non, Olivier. Oui, alors, je te laisse, Gaël. Hein. Salut. Allô, oui? Oui, Olivier, comment vas-tu? L'émission a démarré. Hein. Allô? Allô? Oui, Olivier, tu m'entends? Alors, oui, je t'entends. Je sais pas pourquoi je t'entendais en double. Ça va? Oui, mais on est en ligne. Hein. On est en Oui, ligne. on Bon, t'entendait parler avec quelqu'un d'autre. peut-être. Comment vas-tu bien? Eh bien, ça va bien. Voilà, alors de C'est- quoi va-t-on parler ce soir? Eh bien, on s'était proposé de parler sur le thème de l'éveil de l'humanité. Voilà, Euh, voilà, donc c'était le thème pour ce soir. ben, c'est toujours. On va inviter les personnes qui nous écoutent à venir poser leurs questions. Donc D'accord, par l'intermédiaire du chat. Voilà, comme on le fait à l'habitude. Hein. Voilà, et donc. d'accord. Alors, c'est quoi l'éveil de l'humanité? Quand est-ce qu'on peut dire, ou depuis quand peut-on dire que l'humanité s'est éveillée? Bah, c'est un processus, Ben, c'est-à-dire que j'imagine. c'est graduel, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas sur un claquement de doigts. Non, j'imagine qu'il y a un sacré cheminement derrière. Voilà, c'est ça. En fait, il y a on est en train de vivre un vrai changement de civilisation. On constate des grands changements dans le monde actuellement. On n'en est qu'aux prémices, hein, on n'en est qu'au tout début des Oui, changements, puisque oui, ceux qui s'intéressent à ces questions savent qu'on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau, on est en train d'entrer dans un âge d'or, on est en train de on va dans le futur créer un paradis terrestre sur Terre. Et voilà, mais on en est qu'au tout début. Et il y a trois raisons, en fait, des raisons fondamentales qui expliquent ces grands changements actuels. Donc la première, c'est effectivement la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Je crois qu'on en avait parlé dans une autre émission, donc je ne vais pas trop m'étendre. oui, Et puis, la deuxième raison, c'est le retour à la vie publique des maîtres de sagesse, qui étaient connus de l'humanité au temps de l'Atlantide, mais qui s'étaient depuis retirés de la vie publique. Et donc, ils étaient connus simplement des initiés, disons. Et voilà, ils sont dans un processus de se faire connaître du collectif humain de nouveau. Donc, ça va complètement changer la vie sur Terre. Et puis la troisième raison de ces grands changements et de ce changement de civilisation, bah, c'est ce qu'on peut appeler l'éveil de l'humanité. d'accord. Ben, Alors, oui, ouais. Euh, pour en parler, je me suis basé pas mal sur un livre d'un ésotériste anglais dont j'ai déjà parlé aussi, hein, je t'en ai déjà parlé, qui s'appelle oui, Benjamin Crème, oui, et qui a un de ses derniers livres s'appelle justement L'éveil de l'humanité. Et d'accord. il dit, lui, que en fait, la survie de l'humanité est en jeu actuellement. Enfin, c'est quelque chose que, bon, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer ça. Hein. C'est en ce sens que si on ne change pas, si l'humanité ne change pas sa manière de vivre, eh bien, elle va s'autodétruire. Et donc, c'est absolument une question de survie. Il faut qu'on s'éveille à autre chose. C'est pas trop Et tard? à quoi? Comment? Ce n'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Bah non, dis donc, ça serait. D'abord, c'est jamais trop tard. Il faut jamais baisser les bras.
ne dira rien, je dirais. Et, et s'éveiller à quoi quand on parle d'éveil? Ben, il s'agit de s'éveiller Le à respect. notre... Oui, J'appellerais ça le respect le respect de soi-même, le respect de l'autre et le respect de la terre. ça c'est le premier pas, hein. Ouais. Mais on cherche à s'éveiller en fait à notre réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on découvre qui nous sommes. On se pose tous la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est le but de la vie, etc. Eh bien, il faut vraiment qu'on le découvre, et pas simplement intellectuellement, mais aussi qu'on le vive, c'est-à-dire qu'on l'expérimente, qu'on le ressente. Alors après, chacun met les mots qu'il veut derrière ça. On peut appeler ça ce que nous sommes vraiment, on peut appeler ça une âme ou une entité ou un être avec un E majuscule ou une Oui. essence avec un E majuscule. Enfin, chaque tradition va avoir son propre mot. Chez les chrétiens, généralement, on appelle ça une âme. Euh, voilà, donc et aujourd'hui, bien peu de personnes ne peuvent, ne serait-ce qu'intellectuellement, répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors qu'il existe depuis 150 ans des écrits en Occident qui nous enseignent ça avec beaucoup de détails, pour finir, euh, même si on ne l'expérimente pas, ou si tout le monde en tout cas, ou la plupart des gens ne l'expérimentent pas en permanence, eh bien on peut intellectuellement déjà s'ouvrir à cette connaissance-là. Et c'est le premier pas en fait, hein. Mhm. Pour beaucoup de gens, enfin, il y a deux façons, hein, d'avancer sur le chemin. Il y a des personnes qui ont besoin de comprendre, c'est-à-dire d'avoir la notion intellectuelle des choses pour, lorsqu'elles l'expérimentent, la chose en question, pouvoir lui donner sens et pouvoir comprendre et s'autoriser même à l'expérimenter, hein. Et ce type de personne, si elle vit une expérience et qu'elle ne sait pas ce que c'est, elle va avoir tendance à nier l'expérience. Elle va avoir tendance à dire non, j'ai rêvé, non, ça n'existe pas, ou je suis malade, ou je deviens fou, ou je sais pas quoi, hein. Le mental comme ça est tellement fort qu'il peut nier l'expérience ou l'oublier tout simplement. Et on dit que le Et mental est menteur. comment? On dit que le mental est menteur. Eh ben, dans certains cas, oui. Oui, Enfin, le mental, il a son propre agenda, disons, c'est hein. clair. C'est pas, et ça relève pas du mental, en fait, ces expériences-là. Et lui, le mental, si on lui a pas expliqué ce que c'était, il peut pas l'interpréter, hein, parce qu'il se base sur le connu, il se base sur le passé, sur Oui, le conditionnement, l'expérience passée. Donc, si, bah, le par vécu, définition, l'expérience, elle est nouvelle pour la personne, ben, le mental, il peut rien en faire. c'est clair. Alors ça, c'est un premier type de personne qui a besoin de comprendre et donc de découvrir bah, qu'est-ce que nous sommes vraiment, nous, en tant qu'êtres humains, hein. Il a besoin de le savoir d'abord avant que la personne puisse commencer à l'expérimenter. Et à ce moment-là, quand la personne va vivre de l'expérience, bah, le mental va pas avoir trop peur parce qu'il va pouvoir raccrocher ça à des formes pensées qui sont que des formes pensées, qui sont que des schémas explicatifs, qui sont que euh, comment dire, des, un cadre mental qui le rassure et puis qui est destiné à évoluer aussi, hein, lui-même. Est-ce qu'on Euh, peut pas euh, donner une définition du style d'où on vient, où on va, quoi? alors, voilà, donc d'où on vient, où on va. Donc, moi, je me base sur les enseignements d'Elena Blavatsky, d'Alice Bailey, l'auteur contemporain que j'ai cité tout à l'heure, Benjamin Crème. Je me base sur cette lignée-là d'enseignement qui est un enseignement qui est, on va dire, exprimé de manière occidentale et qui est Mhm. exprimé d'une manière euh, scientifique, en ce sens que la démarche est scientifique, hein. Ça ne veut pas dire qu'on puisse prouver ce dont on parle, mais la démarche de l'explication qui est donnée, elle est de type scientifique, par opposition, si tu veux, à mystique, hein. C'est pas de l'enseignement. L'enseignement mystique, il va s'exprimer de manière assez imagée, hein. La personne va utiliser des images pour décrire ce qu'elle ressent, décrire l'expérience qu'elle a. Et pour un esprit scientifique, c'est assez donc pour beaucoup de Français en fait, hein, qui ont cet esprit cartésien, c'est pas facile d'entrer dans l'enseignement mystique à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, hein, et d'en tirer des choses concrètes, hein. C'est un enseignement qui est bien le mystique pour les gens qui vivent
d'abord l'expérience avant de chercher à la comprendre, hein, parce Oui. que j'ai commencé tout à l'heure à dire qu'il y avait un type de personnes qui avaient besoin de comprendre avant de vivre l'expérience, mais il y a aussi d'autres types de personnes qui, elles, vivent l'expérience plein pot, elles vivent des expériences extraordinaires, donc par exemple des expériences mystiques, et, 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 euh, et ça leur pose pas de problème. Leur mental n'est pas en train de leur dire non, t'as rêvé. Hein. Mais Mhm. après, elles vont interpréter l'expérience sans trop de background, justement parce qu'elles ne savent pas forcément ce que c'est, ou alors euh, et donc ça va s'exprimer de manière plus mystique. Voilà. Donc D'accord. parce que c'est ma voix à moi, hein, chacun sa voix, hein, c'est pas un jugement de valeur sur une voix ou sur une autre. Moi, je suis plutôt dans la voie plus scientifique. Le schéma explicatif, pour moi, a besoin d'être logique, répondre à ma logique. C'est-à-dire qu'il faut que mon mental trouve que c'est logique, que ça fait sens, que peut-être c'est pas l'explication ultime des choses, et certainement dans le futur, il y aura des explications plus pointues, qui conviendront mieux, mais pour aujourd'hui, les explications des enseignants dont j'ai parlé me convient à moi. Alors, Et, qu'est-ce qui pourrait répondre à ta question maintenant? Qu'est-ce qu'ils appellent l'âme? Eux, ce qu'ils appellent l'âme, c'est l'entité. Moi, je dis avec mes mots, c'est l'entité qui s'incarne. oui, C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes nous-mêmes avant l'incarnation et après l'incarnation. Après, c'est-à-dire après le processus de la mort, le passage par la mort, la destruction des véhicules d'incarnation. Et cette entité, elle s'incarne et elle se réincarne de multiples fois jusqu'à arriver à maîtriser ces véhicules d'incarnation. Donc, les véhicules d'incarnation, ce sont bien sûr ce qu'on appelle le corps, hein, les corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Et lorsque l'âme arrive à maîtriser totalement ces véhicules, ben, elle a terminé ce que l'école Terre peut lui enseigner, en tant qu'être humain en tout cas, et l'entité que nous sommes, en fait, passe dans un règne supérieur de la nature, et c'est là qu'on devient un maître de sagesse. d'accord. À partir de quand peut-on dire donc que nous sommes éveillés en fait? Ben, il y a pas de définition du mot éveil précise. Hein, on peut vivre, bon, on sait qu'on peut vivre des expériences d'éveil. Beaucoup de gens, enfin, ceux qui s'intéressent à ça, en fait, Tout à hein, fait, oui. savent qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences d'éveil. Ça reste des expériences, c'est-à-dire que l'état d'être hein, qui est touché pendant cette expérience n'est pas permanent, ne dure pas. C'est-à-dire en fait, ça correspond à une augmentation du taux vibratoire, hein, l'éveil et l'expansion de conscience. C'est une augmentation du taux vibratoire et nos corps, physiques, émotionnels et mental, ne sont pas, ont besoin d'être, comment dire, habitués à des taux, à des vibrations supérieures. Et il faut du temps. Mhm. Hein. Une autre définition d'un maître de sagesse, c'est de dire que c'est quelqu'un qui vibre à un taux supérieur à, au, au, taux que nous avons en tant qu'être humain. Hein. Et donc, voilà, après, euh, moi, je n'ai pas de définition à te donner de l'éveil, définition ultime. Oui, d'accord. Oui. Pour moi, c'est un processus, et puis on passe par des phases, et puis ça s'approfondit, et puis ça s'élargit, et puis voilà. Tu parlais de taux vibratoire. Alors comment fait-on pour élever son taux vibratoire et surtout le maintenir, quoi, élevé? Alors c'est ça justement, cet éveil graduel, et puis élargissement de la conscience humaine petit à petit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on élargit sa conscience, qu'on étend son champ de conscience, euh, notre taux vibratoire monte. Hein. Donc il faut, je sais pas, il faut commencer. Alice Bailey dit par exemple que le premier travail d'une personne qui se met en chemin, c'est de réaliser ce qu'elle appelle l'intégration de la personnalité. C'est-à-dire que ce qu'elle appelle la personnalité, c'est l'ensemble de nos corps physiques, émotionnels ou astral, mental. Et puis, voilà. Et cet ensemble-là travaille un petit peu chacun pour soi,
pour lui de façon pas très coordonnée. Et la première chose qu'on a à faire sur le sentier, c'est à créer une intégration en tout ça, c'est-à-dire intégrer la personnalité en un tout cohérent, harmonieux et qui peut travailler dans une direction. Hein, ça, c'est la première étape. Tu entends quoi par ça? Tu veux dire qu'il faudrait faire de tous ces corps qu'on a un seul corps, en fait? Non, j'entends qu'il soit en harmonie, qu'il En travaille, qu'on ait symbiose? conscience D'accord. que quelquefois on pense une chose et puis on en ressent une deuxième au niveau de l'émotionnel et puis on en dit une troisième au niveau du physique. Euh, Mhm. ou quelquefois on est tiraillé par d'un côté à l'intérieur de soi on a envie de faire quelque chose, puis il y a une autre partie de nous qui a envie de faire autre chose, et puis il y en a une autre, voilà, tu vois cette Tout à fait. et donc la première chose à faire, c'est, d'après Alice Bailey, c'est de parvenir à cette intégration de la personne. Et elle expliquait, parce qu'elle a écrit Alice Bailey au début du XXe siècle, donc il y a longtemps, elle a écrit des livres, enfin c'est le maître qui travaillait, qui utilisait Alice Bailey pour écrire des enseignements, a écrit des bouquins, notamment qui s'appellent La psychologie ésotérique, dans lesquelles elle explique ça d'un point de vue ésotérique. Et elle dit, à l'époque, donc première moitié du XXe, elle dit, ben, viendra dans le futur, à la fin du XXe, à partir de la fin du XXe, viendront des méthodes de psychologie pratique pour mettre ça en œuvre. Et aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à la question savent qu'il existe quantité de méthodes de développement personnel. Chacun peut trouver sa voie là-dedans et trouver des outils, justement, qui nous aident à l'intégration de cette personnalité. Mais ça Et passe. cette personnalité, encore une fois, ce sont simplement oui, ce sont les véhicules d'incarnation de l'âme, si vous voulez prendre ce mot, l'âme que nous sommes au fond de nous-mêmes. Hein. Mais ça passe par une prise de conscience, forcément, sinon on n'avance pas. Il faut qu'il y ait au départ un minimum de contact entre l'âme et la Oui, personnalité pour que l'âme puisse inspirer la personnalité à commencer à grandir, à s'éveiller, justement, oui. à croître en termes de conscience. Mhm. Et à ce moment-là, la personne va commencer à ça va se traduire par un désir au niveau émotionnel. Hein, c'est-à-dire l'âme, c'est quelque chose de très pur, c'est pas du tout émotionnel, mais elle va insuffler cette idée de croissance, cette sorte de nécessité intérieure, comme on peut l'éprouver, de croître, de grandir en tant que personne. Et la personne, elle va au départ simplement se sentir comme un désir, le désir de s'améliorer. Et chaque être humain a ça, mais plus ou moins éveillé, et puis tout le monde n'a pas non plus les moyens d'aller dans ce chemin-là sur Terre. Hein. Ben, Beaucoup ça de gens dépend n'ont aussi pas la du caractère, disponibilité je pour pense. faire ça. Ça dépend un petit peu de l'état d'esprit de la personne, hein. Oui, oui, ça dépend du degré de contact avec l'âme, c'est-à-dire qui correspond en gros peut-être au nombre d'incarnations que cette âme a eues. Hein, ce Oui. que dit Alice Bailey, c'est qu'il faut des centaines de milliers d'incarnations, littéralement, pour que l'âme commence à avoir euh, un, pour qu'elle commence vraiment à s'intéresser à sa personnalité, c'est-à-dire le reflet de ce qu'elle est, mais incarné sur Terre, parce qu'elle commence à en avoir un tout petit peu de maîtrise. Et à ce moment-là, elle va vraiment booster la conscience et donc l'éveil de la personne. Euh, à partir du moment où le contact commence à s'établir, elle va pouvoir booster cet éveil. Et c'est là qu'elle D'accord. va commencer par lui donner ce désir de croître, désir de grandir, désir de devenir meilleur. Et puis par la suite, la personne va devenir ce que dans le jargon on appelle un aspirant, quelqu'un qui ressent cette aspiration à, à s'épanouir davantage, à manifester davantage son potentiel. On appelle ça un aspirant. Et là, la personne souvent va être guidée en quelque sorte vers une voie de méditation, par exemple. Elle va s'intéresser à la méditation. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire une vie entière de méditation, hein, mais elle va au moins dans une première vie commencer à s'intéresser un peu à la méditation. Elle va s'intéresser aux autres, elle va commencer à vouloir servir les autres de manière altruiste. C'est l'âme qui nous fait faire ça. Hein. C'est pas notre mental ou notre émotionnel, enfin, qui peut le faire pour des raisons, je dirais, un peu faussées. Mais le service véritablement altruiste, c'est l'âme qui nous tire vers cette direction-là.
D'accord. Mais on peut ne pas donner de niveau à l'âme, parce que en fait, si quand on s'incarne, on vient quand même choisir des missions de vie, donc forcément, on a des choses à travailler, des choses à découvrir, mais on ne peut pas savoir quel niveau d'éveil on a, en fait. Euh, c'est-à-dire, ça dépend. Si vous étudiez Alice Bailey, vous verrez qu'elle décrit justement ce chemin d'évolution entre le moment où l'âme commence à avoir un petit peu de contact avec la personne et, comme je disais, elle commence à avoir le désir de s'éveiller, etc. Et puis jusqu'à devenir un maître de sagesse. Et là, on n'est plus dans des milliers de vies. On est simplement entre 20, peut-être 30 vies maximum. Donc là, c'est un chemin qui est assez court Oui. à la fin de l'évolution de l'être humain. Parce qu'il va, comment dire, ça s'accélère, hein, l'évolution s'accélère. Et donc, elle donne des indications qui nous permettent de savoir où on en est sur le chemin de cet éveil. Alors, elle donne des grandes, comment dire, des grandes repères. Elle explique qu'il y a 5 étapes majeures sur ce chemin, à la fin de ce chemin de l'être humain. Et la première étape, c'est lorsqu'on a la maîtrise du physique. Donc c'est une personne qui n'est plus mue par les désirs physiques, mais qui a une véritable maîtrise de son corps physique. Ça ne veut pas dire à 100%, mais ça veut dire globalement, la personne, voilà, c'est pas son corps physique qui domine son attention ou sa vie. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est lorsque la personne maîtrise son corps émotionnel. Et alors, c'est pas facile, maîtriser son corps émotionnel. Benjamin Crème, le maître Benjamin Crème, lui, a fait une chose très intéressante, je trouve, c'est qu'il a, à un certain stade, communiqué l'état d'avancement, justement, sur cette échelle, hein, que je suis en train d'essayer d'écrire, d'un certain nombre de personnages, de personnalités historiques. Alors ça va de Jules César à Léonard de Vinci, en passant par Mozart ou bien Jeanne d'Arc, je sais pas, hein, un millier de personnes comme ça environ de l'histoire qu'on peut certains connaître un petit peu, on connaît un petit peu leur vie, et il nous dit où est-ce qu'ils en étaient sur le chemin en question. Et c'est vraiment très intéressant pour soi-même arriver à se situer, hein. Et donc, cette deuxième étape qui est la maîtrise du corps émotionnel, c'est déjà ce qu'on appelle des initiés, en fait, hein, des gens qui ont un grand impact sur leur environnement et qui restent dans l'histoire. Alors, ce sont des gens comme, je sais pas, moi je peux citer dans cette liste, on trouve Gandhi, Schweitzer, De Gaulle, Chopin, donc quand même des gens qui ont marqué leur temps et puis dont on se souvient dans l'histoire. D'accord. C'est pas n'importe qui. Donc, et ça, c'est des gens qui n'en étaient qu'à cette deuxième étape pour finir, hein, de la maîtrise du corps émotionnel. Les gens qui ont une maîtrise totale du corps émotionnel sont des gens qui vont utiliser leur corps émotionnel comme un corps qui leur permet d'être en contact au niveau des taux vibratoires de l'astral avec ce qui les entoure, mais sans être, comment dire, perturbés par leur propre corps, hein. Les bouddhistes, ils disent qu'il faut arriver ils travaillent sur le désir, hein, et qu'il faut arriver à ce que le corps émotionnel soit comme un lac tranquille, hein, sur lequel il n'y a pas de petites vaguelettes pour que l'intuition divine puisse se refléter dessus sans être déformée, hein. Et donc les gens qui ont un corps émotionnel comme ça, ils ont vraiment un corps de sensation et non plus un corps comme ont 99% des gens sur Terre, un corps émotionnel qui va dans tous les sens, qui est réagissant en fait, qui réagit à la moindre perturbation et qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc, et ça c'est la deuxième étape, hein. La troisième étape, c'est lorsque la personne a la maîtrise du mental. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un petit vélo dans la tête, au lieu de passer sa journée à passer d'une idée à l'autre en permanence dans sa tête, eh bien la personne qui a la maîtrise du mental, elle peut
focaliser sa pensée de façon concentrée sur une longue période pour, pour arriver vraiment à utiliser cet outil, parce que c'est un outil le mental, hein, Oui. c'est un corps, hein, c'est un outil, on peut dire, et à l'utiliser en fonction de ce qu'elle veut faire dans la vie. Et là, ce sont des gens qui ont un immense impact sur leur entourage. Et alors là, je peux aussi donner quelques exemples de personnages historiques eh bien, comme Beethoven, Mozart ou Churchill ou qui je peux donner encore Aurobindo, des grands sages de l'Inde. Hein. Voilà, donc des gens vraiment d'une grande, grande stature. Ça ne veut pas dire que c'est des gens forcément qui ont servi dans le spirituel. Hein. Ils peuvent avoir servi dans le politique ou dans l'économique ou dans les arts ou dans autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on appelle le spirituel. Hein. C'est simplement un niveau de conscience, un niveau d'éveil, on pourrait dire, hein. Un degré d'éveil à la réalité. Et ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, je ne vais pas en dire grand-chose. La quatrième étape, il n'y a même plus besoin d'âme en quelque sorte. C'est directement le soi ou l'esprit ou la monade, comme disent les ésotéristes, qui va se refléter dans les véhicules d'incarnation. Et là, ça fait des gens qui sont quasi des maîtres de sagesse. Ça fait des gens comme Krishnamurti, comme Léonard de Vinci, Confucius, voilà, des gens d'un immense calibre et qui sont très peu nombreux. Et voilà, et tout ça, ce chemin-là, la prière Alice Bailey, c'est sur une vingtaine de vies, ou au maximum une trentaine, et elle donne même plus dans le détail que je l'ai fait là, elle donne des repères qui peuvent permettre de voir où on en est sur le chemin. Et c'est intéressant de voir où on en est sur le chemin parce que en même temps, elle nous dit, bah voilà, si vous en êtes là, c'est ça que vous avez à faire. Alors on gagne du temps plutôt que de chercher quelle est ma voie, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce qui est hors de ma portée. Non, là, on peut savoir où on en est et donc sur quoi on a à travailler pour continuer à grandir. Voilà, j'ai une question du chat, Olivier. Oui. Alors, bonsoir Olivier, bonsoir Jeff. Euh, Comment faire quand on a autour de soi des personnes qui nous freinent dans cette évolution, entre parenthèses, qui se moquent, quoi. Moi, cela me met en colère et je sais que la colère m'empêche d'avancer. Alors, en gros, comment faire pour poursuivre son propre chemin quand tout s'y oppose autour de soi? Bon, ben ça, après, c'est de la psychologie. Hein. On peut remercier les personnes qui sont là et qui nous mettent en colère parce qu'elles nous enseignent. Elles nous enseignent, la première chose, c'est de voir qu'il faudrait que je travaille sur cette colère. Alors après, il y a des méthodes. Pour ça, justement, je parlais de méthodes de développement personnel et il y a quantité de méthodes qui permettent de travailler là-dessus. Mhm. Donc, c'est pas le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est toujours nous. Hein. Voilà, on sait aussi qu'on choisit, lorsqu'on en est sur ces derniers stades de l'évolution humaine, on choisit tout de même sa famille, on choisit son contexte, parce que en fonction de ce qu'on a à travailler justement. Donc c'est pas par hasard qu'on va se retrouver dans tel ou tel milieu dans une vie donnée ou au départ d'une vie donnée. C'est parce que justement on a à travailler, on a un travail à faire en rapport avec ça. D'accord. Alors une question de d'homme maintenant. Il paraît que la fréquence vibratoire de la Terre augmente et que ça influe sur ce que nous vivons actuellement. Qu'en pensez-vous? Alors oui, bien sûr, la Terre, donc c'est un être, euh, on l'appelle Gaïa, qui serait le corps de manifestation d'une grande entité, d'un grand être. Dans l'ésotérisme, on appelle ça le logos planétaire. Donc l'être qui s'incarne dans la planète Terre a un plan d'évolution pour la Terre et lui-même, il est en évolution. Dans le cosmos, tout est en évolution. Et donc, c'est la même chose de la Terre, c'est la même chose des autres planètes, c'est la même chose du Soleil, et c'est la même chose du système solaire, c'est la même chose de notre galaxie, etc. Tout est en évolution. Donc, le taux vibratoire monte. Il y a des cycles aussi. Donc, il y a des cycles d'involution et d'évolution. C'est-à-dire des cycles de descente de l'esprit dans la matière et de remontée de la matière vers l'esprit.
Et nous, on est dans un début de cycle d'évolution, c'est-à-dire qu'on est en train de petit à petit remonter vers l'esprit. Mais ça, c'est des cycles immenses, évidemment, qui dépassent totalement la vie humaine et même la vie de la civilisation. Donc c'est une réalité, et bien sûr, nous, en tant qu'êtres humains, et l'humanité dans son ensemble, fait partie de Gaïa. On en est un élément de Gaïa. Donc si la Terre évolue, ben nous, ça, dans un sens, ben nous, on est entraînés dans ce sens-là aussi. D'accord. On va se marquer une première pause, Olivier. D'accord, Jeff. Voilà, ce sera donc Florent Pagny, Ma liberté de penser. Voilà, voilà. Et on se retrouve de suite après. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, on se retrouve avec Olivier Danès pour l'éveil de l'humanité dans notre émission. À demain, vers demain. Alors Olivier, on va continuer avec les questions du chat si tu veux bien. D'accord. Hein, il y en a 2 ou 3 là comme ça. Donc il y a Sabrina qui pose cette question. Par rapport à ce que je vois aux infos, révolte du peuple par rapport, par exemple, à la loi du travail étroit. J'ai l'impression que la société aspire à de nouvelles choses. Sommes-nous dans un état d'éveil où l'ensemble de la population aspirerait à... Je suis obligé d'essayer de traduire parce que je ne comprends pas grand-chose. Aspirerait à de nouvelles organisations sociales et économiques, voire même spirituelles. Sommes-nous avides des êtres d'ailleurs. Aidés par des êtres d'ailleurs, pardon. Oui, 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 tout à fait. On est aidé par les maîtres de sagesse que j'ai évoqués tout à l'heure. Peut-être qu'on y reviendra. Et puis, cet éveil, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est cet éveil qui nous donne envie, qui nous motive à essayer, qui nous force même. Hein. C'est la conscience qui nous force à mettre en œuvre une nouvelle organisation sociale, par exemple, dans le monde, une nouvelle organisation économique. C'est la conscience, plus on s'éveille, plus on va se sentir forcé à agir dans le quotidien, dans le concret, pour une cause ou pour une autre. Hein, que ce soit nourrir les affamés dans le monde, aider les gens qui n'ont pas accès aux soins de santé, aider les réfugiés, etc. C'est cet éveil qui nous pousse à réclamer la justice et qui pousse donc beaucoup de gens à manifester à travers le monde entier pour des notions qui peuvent paraître abstraites, qui sont abstraites. Hein. C'est-à-dire que des gens ne demandent pas des choses pour eux concrètement, mais ils demandent globalement plus de justice dans le monde. Hein. Voilà, donc tout ça va de pair en fait. Hein. Et puis les gens se réunissent. Il y a un grand instructeur spirituel qui s'appelle Maitreya et qui avait prédit il y a assez longtemps, maintenant plus de quelques dizaines d'années, qu'on allait voir dans le monde une force auquel aucun gouvernement ne pourrait résister, et cette force, il l'avait appelée la voix des peuples. Et il expliquait que dans une opinion publique éduquée et galvanisée, à une telle force qu'aucun gouvernement ne peut y résister. Et ce sont donc les peuples du monde qui vont faire changer le monde. Hein. Il ne faut pas attendre les changements d'orientation des dirigeants en place, puisque eux sont en place avec l'agenda qui consiste à vouloir garder le statu quo actuel. Hein. Donc oui, donc je peux répondre oui à à ce qu'a dit cette personne. D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose dans la question que j'ai oubliée? Alors, je vais peut-être répéter la question. Alors,
par rapport à ce qu'on voit aux infos, révolte du peuple, par exemple, à la loi du travail, j'ai l'impression que l'ensemble de la population aspirerait à une nouvelle organisation sociale et économique, voire même spirituelle. Sommes-nous aidés par des êtres d'ailleurs? Mm. Oui, oui, donc c'est bien cet éveil et donc l'accroissement du contact avec l'âme de plus en plus de gens sur Terre. Ça ne veut pas dire 100% des gens, évidemment, de très loin, hein, mais de plus en plus de gens s'ouvrent et approfondissent, comment dire, renforcent le contact avec l'âme. L'âme, c'est la divinité intérieure, c'est l'esprit que nous sommes, hein. C'est la partie avant incarnation. Donc c'est une partie qui s'intéresse assez peu à l'argent, à courir dans tous les sens, à l'apparence, mais qui va s'intéresser à ce que cette divinité qu'elle est puisse se manifester sur Terre à travers ces véhicules d'incarnation, hein. C'est-à-dire que la personne arrive à créer sur Terre le paradis terrestre, pour être un peu simpliste, hein, dans la façon de le dire, mais en fait c'est ça. Et donc ça veut dire quoi, mettre en place le paradis terrestre? Ben, ça veut dire mettre en place un monde avec davantage de justice, et donc à commencer par la justice économique. Hein, pour que chacun puisse avoir à manger, que chacun puisse avoir un toit, chacun puisse avoir accès aux soins de santé et accès à l'éducation, eh bien, il faut répartir autrement les richesses du monde, qui sont énormes et qui sont bien suffisantes pour tout le monde si on les répartissait correctement. Et si on arrêtait de vouloir vivre uniquement comme des homo economicus consummatorus, mais qu'on voulait vivre bien davantage comme esprit. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de corps et qu'on n'a pas besoin de manger, bien sûr que si, hein. On a besoin justement d'avoir accès à la nourriture, on a besoin d'un toit, on a besoin d'être logé, on a besoin d'un minimum qui nous permette de vivre décemment dans notre enveloppe physique, notre corps physique, mais sans être complètement pris dans des vies de fous comme on a maintenant et qui nous empêchent de vivre, justement. On perd sa vie à courir dans tous les sens, on perd sa vie à la gagner. Et quand je dis on, c'est que du coup, on ne peut pas épanouir toute notre. Enfin, quand je dis on, c'est la partie, c'est l'âme, hein, et l'âme, du coup, ne peut pas s'épanouir. L'être humain ne peut pas s'épanouir dans la société actuelle. Donc, il y a absolument besoin, et c'est une nécessité, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, qu'il fallait vraiment, on était obligé de changer, sans ça, on allait se détruire. Hein, donc, on n'a pas le choix. D'accord. C'est la survie de l'humanité qui est en jeu, vraiment, hein. Alors, il y a Gisker, il y a actuellement des méditations organisées de par le monde. Croyez-vous que ce peut être une solution pour avancer? Alors, je dirais que ça fait partie de la solution, mais c'est pas ça qui met en œuvre. La méditation va renforcer le contact que vous avez avec votre âme. Ça va renforcer le contact qu'a un groupe avec son âme, s'il y a un vrai groupe constitué au niveau de l'âme. Mais après, il faut passer à une étape qu'on appelle l'étape du service, c'est-à-dire mettre en œuvre concrètement. Non, on peut passer sa vie à méditer sur, je sais pas moi, sur la faim dans le monde, hein, les gens qui meurent de faim, et puis si on lève pas le petit doigt, on va pas être. En fait, c'est pas de la spiritualité, hein, donc la spiritualité, ça veut dire mettre en œuvre pratiquement dans la matière, donc dans l'incarnation, ce que notre esprit nous demande de faire. Et donc en méditation, on peut très bien toucher, on va avoir de l'énergie, hein, ça va nous donner une énergie, une énergie d'un taux vibratoire supérieur, mais après ce qu'on doit faire, c'est le mettre en œuvre et l'utiliser vraiment. Ça, c'est important. Oui, c'est un peu comme les mots d'amour et les actes d'amour. Il y a un moment, il faut passer aux actes et les mots ne suffisent pas. Oui, c'est ça. Oui, il faut que ça se manifeste dans le concret, dans les mots et dans l'agir. Oui, tout à fait. En fait, il faut passer de l'esprit à la matière, en quelque sorte. Il faut que notre vie sur Terre, comment dire, que notre... il faut dans notre vie rayonner l'esprit que nous sommes. Ben oui. Ah oui, d'accord. C'est à ça que l'âme nous aspire à faire, quoi. Elle nous tire vers ça. Et un maître de sagesse, justement, est un être humain au départ, et il devient maître de sagesse lorsqu'il manifeste totalement la divinité qu'il est au fond de lui-même. Les maîtres de sagesse disent qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous, sauf que eux, ils arrivent à manifester cette divinité, alors que nous, les humains, on y arrive vraiment très, 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 très peu, hein, sauf exception. D'accord. Mais que peut-on faire concrètement pour que ça aille mieux, quoi, tout simplement? Au niveau concret?
Oui. Maître Eyard, que j'ai mentionné tout à l'heure, dit il faut manifester. Par exemple, il faut manifester lorsqu'il y a des manifestations pour la paix, des manifestations pour la justice, des manifestations je sais pas moi, c'est un peu d'actualité en France pour aider les réfugiés, etc. Il faut agir. Il dit, rien ne se fait tout seul, l'homme doit agir pour accomplir sa volonté. Et Mais c'est là où, par rapport à la question de tout à l'heure, la méditation, les grandes méditations, c'est bien, mais il faut que ça soit vraiment considéré comme un premier pas. C'est vraiment pas un but en soi que de se réunir à la terre entière à méditer pour la paix. Si on ne fait rien concrètement pour la paix ensuite, on peut attendre longtemps. On vit une quand on sorte voit ce qui se de passe, schizophrénie. On a un côté de nous qui aspire à la paix, ok, très bien, mais après, il faut la mettre en œuvre. oui. Et donc là, une chose qu'on peut faire, c'est manifester. Par exemple, s'il y a des manifestations contre les armes nucléaires, contre l'armement, contre la vente des armes, etc., il faut participer à tout ça. Mais C'est ça une vie spirituelle. Mère Teresa, elle ne restait pas dans son coin à prier pour les gens qui mouraient de faim. Elle se retroussait les manches et puis elle les aidait. c'est clair. C'est clair, mais bon, on n'est plus dans cette dynamique-là. Mère Teresa, on pouvait encore, comment dire ça, je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, on pouvait encore exprimer son amour, que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et il suffit de voir de tout ce qui se passe au niveau des manifestations pour la loi du travail, et on est obligé de taper du poing sur la table pour ne rien avoir. Ah oui, mais alors moi je ne vais pas juger la manifestation sur le droit du travail parce que je crois que c'est pas la même chose que de se réunir pour méditer sur la paix ou Tout à manifester fait, sur la mais justice, quand même, etc. quoi. Ça dépend pourquoi on manifeste, dans quel esprit on manifeste. Parce que si on manifeste pour son salaire, pour sa retraite, pour ça, là on reste dans la division, on n'est pas dans cette... Mais on a l'impression que c'est un combat d'ego plutôt qu'un combat pour la justice. En fait, c'est mon ressenti, hein. C'est mon Oui, ressenti. mais moi je voudrais pas focaliser Oui, je comprends. sur cet exemple-là en Oui, fait, je parce comprends. que je pense que c'est pas tout pur quoi, c'est pas juste l'esprit qui nous dit manifester Tout pour à fait, tout à parce qu'en fait. fait il faudrait manifester pourquoi pour la valeur du travail, ce qu'on appelle la valeur travail. Il Oui, faut complètement remettre les choses en cause à un niveau bien plus supérieur que ce que traite cette loi. c'est clair. Hein. Donc en fait pour moi voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Oui, tu me parlais que c'était plus possible de manifester son amour. Euh, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Parce qu'il y a plus de répondants. L'homme devient égoïste. Je sais pas. Moi, je trouve que euh, la façon de penser des gens, c'est je prends et je m'en vais. Et c'est à peine si je dis merci, quoi. Il y a des gens à tous les niveaux d'évolution. Donc, tu as des gens qui réagissent comme ça, puis tu en as qui réagissent autrement. Alors après, est-ce qu'on peut... Il n'y a qu'un maître de sagesse qui pourrait savoir où en est l'humanité par rapport à ça. Est-ce qu'on évolue ou pas? Et les maîtres... Alors, vous pouvez lire une revue qui s'appelle Partage International, dans laquelle il y a tous les mois un article écrit par un maître de sagesse, et il explique où en est l'état du monde, en quelque sorte. Et il dit que le monde évolue beaucoup plus qu'on ne le sait. Hein, et que la conscience humaine évolue beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le sait, parce qu'il faut un certain temps avant que ça se voit, hein, tout simplement. Mais eux, les maîtres, ils voient les choses sur les plans subtils, donc ils voient les choses avant que nous, Oui, on puisse les voir et les conscientiser. Et donc, ils nous assurent de ça. Donc, l'évolution de l'humanité en général, elle est vraiment rapide. Et ils disent que l'être humain, en général, l'humanité approche de l'âge adulte, tout de même. Hein. oui. Donc, moi, je ne serais pas aussi négatif que ça. Après, C'est il y a pas de vraiment tout. Hein. négatif, C'est hein. un ensemble. Quand on parle d'humanité, c'est un ensemble. Il y a des êtres humains ou des âmes humaines qui en sont peut-être moins avancés sur le chemin et où l'âme va beaucoup moins se manifester dans la personne. Donc, c'est essentiellement la personnalité qui va se manifester dans ce qu'on voit en face de nous, chez quelqu'un, par exemple. Et à ce moment-là, on va dire, bah oui, elle a des réactions totalement égoïstes. Oui. Mais bon, il ne faut pas juger trop vite quand même, hein, non plus. Enfin, c'est un petit peu un constat quand même. Je sais pas.
même quand on n'entend pas plein de gens qui se disent spirituels, qui se disent ceci, qui se disent cela, et en fait, c'est pas suivi des actes. Les actes ne sont pas là, il n'y a que les mots en fait, et il faudrait que ça passe des mots aux actes, et c'est là que l'homme a un problème. Oui, ben c'est là qu'on en est dans notre évolution. Pendant toute l'ère des poissons, on a cultivé des idéaux. On a les idéaux qui ont été semés par Jésus il y a 2000 ans en disant, avec cette notion d'amour, avec cette notion de s'aimer les uns les autres, avec cette notion de partage, etc. C'est devenu un idéal pour la Terre entière, hein, puisque c'est dans toutes les conventions internationales qui sont signées à l'ONU, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, que chacun a le droit à avoir de la nourriture. Par le simple fait de naître, un bébé a le droit juridique, au niveau international, à avoir de la nourriture. Donc ça, c'est des idéaux. Et ce qu'on va faire dans l'ère des poissons, et les maîtres de sagesse vont nous aider pour ça, c'est qu'on va concrétiser ces idéaux. Hein, ce sont des nouvelles énergies, de nouveaux types d'énergie qui commencent à affluer sur la sphère Terre et donc sur l'humanité, qui vont nous aider à concrétiser, à faire descendre dans la matière ces idéaux. Voilà. C'est quelque chose on n'en est qu'au début de ça. Enfin, on n'en est même pas au début, on en est aux prémices. C'est les prémices, quoi. Ouais. Alors, une question de Sabrina. Alors, pourquoi les maîtres de sagesse ne se font pas connaître plus que cela? Ce n'est pas encore le temps, ça c'est la question. À quand le moment où ils se feront connaître, en fait? Alors, pourquoi pas plus? Parce que ils veulent que ça serve à quelque chose. Il faut donc que l'humanité soit un chouïa préparé. Hein, si ça servirait pas à grand-chose qu'un Christ ou qu'un Bouddha vienne sur Terre et se fasse maltraiter ou ne soit pas écouté. Hein, donc ils veulent que l'humanité, dans sa conscience, soit un minimum préparée pour que lorsqu'ils se feront connaître ouvertement, il y ait une réponse favorable, globale de l'humanité. Ça ne veut pas dire 100% des hommes, bien sûr, mais ça veut dire que globalement, l'humanité considérera avec intérêt les conseils qu'ils vont nous donner. Hein, c'est pour ça que c'est lent. C'est lent, ce processus d'émergence, comme l'appelle Benjamin Crème, ce processus d'émergence des maîtres est un processus assez lent parce que l'éveil de l'humanité, on est en train de dire qu'il est rapide, mais enfin, il est quand même lent aussi, et que voilà, les maîtres attendent qu'on soit prêt. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que dit Maitreya, par exemple, Maitreya, c'est le premier des maîtres qu'on va voir, que le collectif va voir, hein, globalement, et il dit, si vous voulez que ça se passe plus vite, eh bien, faites connaître mon existence, faites connaître l'existence des maîtres. Les maîtres disent ils nous conseillent de parler d'eux et de faire connaître leur existence pour que petit à petit, le grand public s'imprègne de cette notion-là. Hein, c'était quelque chose que le commun des mortels au temps de l'Atlantide connaissait très bien, qu'il existait des maîtres de sagesse. Dans la littérature, on les appelle des prêtres rois, c'était des maîtres, donc, hein, des maîtres de sagesse, qui étaient à la tête des civilisations humaines à l'époque et qui étaient connus des humains comme tels. Bon, maintenant, après l'Atlantide, ils se sont retirés et puis de la vie publique, et donc ils agissaient, mais seulement dans les coulisses. Ils ont continué à aider l'humanité tout le temps, mais de façon plus discrète. Et actuellement, ils sont dans un processus de se faire connaître de nouveau, mais c'est un processus qui, à l'échelle humaine, évidemment, peut sembler long. Hein, cela dit, Benjamin Crème, lui affirme que c'est pour très bientôt. Hein, il dit que c'est vraiment quelque chose de très proche, quoi, de quelques années. C'est de l'ordre de quelques années, alors c'est pas... Parce que comme on sait que le temps de l'autre côté, c'est pas le même qu'ici. Oui, absolument. C'est pour ça que c'est très difficile même pour les maîtres de faire des prévisions relatives au temps. Et puis pour une autre raison aussi, qui est celle du libre arbitre humain. Hein, eux veulent que l'homme évolue par lui-même. C'est pour ça qu'ils se sont retirés de la vie publique, hein, à la fin de l'Atlantide. C'est pour laisser à l'homme la possibilité d'évoluer par lui-même sans avoir comme ça des sortes de mentors ou de grands frères qui les guident pas à pas. Et voilà, donc pendant un temps, ils se sont retirés.
mais ils veulent absolument que l'homme continue à avoir ce libre arbitre pour que l'homme puisse continuer à évoluer, en conscience. Et donc, ils ne veulent absolument pas forcer les êtres humains, par exemple, à croire en leur existence. Donc, ils sont extrêmement prudents, extrêmement précautionneux, très délicats dans leur façon d'approcher l'humanité. D'accord. Et ils veulent surtout qu'on adhère aux idées qu'ils mettent en avant avant de reconnaître leur présence ou leur stature. Ils ne sont pas là pour qu'on les adore ou pour qu'on crée des nouvelles religions autour d'eux ou des choses comme ça, pas du tout. Ils veulent nous donner des conseils. Mais donc, il faut quelque part qu'on soit déjà d'accord avec les idées qu'ils cherchent à émettre pour qu'ensuite, éventuellement, on les reconnaisse comme maîtres de sagesse. Donc, d'accord. Les idées, si vous êtes intéressé par les idées et les enseignements des maîtres de sagesse pour la période actuelle, il faut lire aussi un livre qui s'appelle Les lois de la vie, enseignement de Maitreya. Les lois de la vie, et donc c'est une compilation d'articles de journalistes qui étaient à Londres et qui ont interviewé des proches de Maitreya il y a à peu près 15 ans maintenant, et qui ont fait une compilation des enseignements de Maitreya pour la période actuelle. Donc on sait quels sont les conseils que donne Maitreya à l'humanité, et voilà, maintenant lui il donne des conseils, après c'est à nous de le faire. Mais Olivier, tu parles de proches de Maitreya, qu'on a vu des proches de Maitreya, mais qu'est-ce qu'il attend alors pour lui, pour se montrer? Parce qu'en fait, comme on dit, il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. Oui, bien sûr, il attend ce que je viens de dire, qu'on soit prêt. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il attend, mais on peut se demander aussi qu'est-ce que je fais moi de mon côté pour qu'il arrive, puis qu'il puisse se montrer. Oui. Donc lui, il dit, pour que je puisse me montrer, il faut en parler. Alors donc, c'est formidable qu'une station de radio puisse accepter qu'on en parle, mais les grandes stations de radio, elles n'acceptent pas. À un moment, il avait été prévu qu'il apparaissent dans une émission de la BBC et ça n'a pas pu se faire parce que les humains qui étaient en poste de direction ont refusé tout simplement. Bah oui, mais c'est un peu logique en même temps. C'est un peu logique, oui. Il y a une certaine logique derrière, mais c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire pour hâter ce processus, c'est en parler. C'est facile maintenant avec Internet. On peut diffuser auprès des gens qu'on connaît certaines informations qui nous semblent importantes et qu'on a envie de diffuser. Puis il y a YouTube, c'est très pratique. Eh bien oui. Vous pouvez voir le mensuel que j'ai mentionné tout à l'heure, Partage International, a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, avec quelques... D'accord. Alors, il y a Paola. Bonsoir, des personnes qui font subir... Bonsoir. Des personnes qui font subir des sévices, c'est à contrario les personnes qui les font subir. Certains médiums tentent de dire qu'on choisit nos réincarnations. J'ai du mal à concevoir qu'on décide de subir cela. Ça, c'est Paola. En fait, c'est... je comprends, oui. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Moi aussi, j'ai du mal à concevoir ça et je ne suis pas certain qu'on décide de subir cela. On décide de se réincarner dans un milieu, dans un contexte. Et puis après, on a évolué dans ce contexte. Et peut-être que ce qu'on a à faire dans ce contexte, justement, c'est à refuser de subir. On ne sait rien. Moi, c'est ce qui me vient à ce que dit Paola. Oui. Mais personne, par exemple, aucun enfant ne naît pour mourir de faim. Ça ne fait pas sens. L'âme, elle ne s'incarne pas pour mourir de faim. C'est absolument horrible. Mais elle naît, il se trouve que, pour certaines raisons, elle arrive dans un contexte où elle va se retrouver à mourir de faim. Voilà. Oui. Et oui. On va s'écouter une deuxième... On en est responsable, malheureusement, largement en Occident, de ça. Oui. On va s'écouter une deuxième chanson, Olivier, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. D'accord. Ça passe extrêmement vite, c'est fou. Voilà, bon, on se retrouve d'ici 2 ou 3 minutes. À tout de suite. D'accord. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne?
Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, vous avez donc rendez-vous mardi prochain avec Kate à partir de 21h30. Donc je vous invite à vous inscrire pour cette émission L'Arbre aux étoiles via le site ltu-radio.fr. Voilà, on se donne rendez-vous donc, comme le dit si bien Kate, mardi prochain à partir de 21h30 sur l'antenne d'LTU Radio. Voilà, on retrouve Olivier Danès et l'éveil des consciences. Voilà. Alors Olivier, j'ai encore une autre question du chat. Oui. C'est Sabrina, je la trouve très intéressante. Alors j'ai l'impression qu'on est dans une période de transition, qu'on va recevoir de nouvelles révélations, que le système va changer. Qu'en pensez-vous? Alors oui, on est dans une période de transition. Il y a beaucoup d'échos là. Ah voilà. Jeff? Ça va, si tu passes Ça bien. va. Oui, on est dans une période de transition. Comme je disais, c'est une des trois raisons fondamentales des grands changements actuels. C'est la première raison, c'est la transition entre les poissons et le Verseau. Et c'est pas juste de l'ésotérisme, ça correspond à des choses concrètes. C'est-à-dire que les poissons, ça se caractérise par une grande importance accordée à l'individu. Et jusqu'à ce que l'individu devienne complètement égoïste à l'extrême. Alors que le Verseau, c'est l'ère du groupe, c'est l'ère de la conscience de groupe. C'est-à-dire qu'on va se vivre en tant que groupe, et c'est pour ça qu'on va se percevoir aussi en tant qu'humanité une. La fraternité humaine va être une réalité vécue. C'est-à-dire qu'on va se vivre en tant que frères et sœurs d'une même grande fratrie qui s'appelle l'humanité. On va se percevoir comme ça, c'est assez... Et donc, on ne sera pas l'ennemi de son voisin ou de quelqu'un qui n'aurait pas la même religion que nous ou une autre couleur de peau. On va vraiment se sentir comme des frères et des sœurs. C'est une transformation fondamentale, une différence fondamentale entre les poissons et le Verseau. Et donc, on va chercher automatiquement, par exemple, le consensus. On va chercher la coopération. Alors qu'actuellement, encore actuellement, le grand mot d'ordre des économistes qui dominent le monde, c'est la concurrence. Ou c'est la loi du plus fort, moi je dirais plutôt, la loi de la jungle. Mais voilà, donc on va aller vers un système économique qui va être le reflet de ces nouvelles énergies, les énergies du Verseau. Maitreya explique que la première chose qu'on doit faire, qui résoudrait la moitié des problèmes de l'homme, c'est de mettre en place un système économique qui serait basé sur le partage. Le partage dans le sens de ce qu'on fait dans une famille. Dans une famille, on partage naturellement ce qu'il y a dans le frigo, on donne à manger à chaque enfant en fonction de sa taille, en fonction de ses besoins, s'il a très faim, pas très faim, s'il est grand, s'il est petit, etc. Et puis on ne va pas faire des comptes d'apothicaire entre les enfants, et puis on ne va pas non plus nourrir 3 enfants et laisser mourir de faim le 4e. Ça ne se fait pas dans une famille saine. Donc c'est ce partage-là qu'on entend, c'est le partage des ressources produites fabriquées chaque année par la planète Terre. On va le partager de façon plus équitable. Et c'est ça la spiritualité pratique, oui. C'est incarner le fait qu'il n'y a pas de différence entre chaque être humain. On fait tous partie de l'humanité, et même au niveau de la divinité, on est tous un. L'âme, elle ne se sent pas séparée des autres âmes. C'est simplement c'est dans l'incarnation que on a cette perception d'être différents les uns, pas d'être différents, mais d'être séparés les uns des autres. Mais je suis d'accord avec toi, Olivier, sur un plan, on va dire familial, mais qu'on va pas laisser mourir le 4e enfant de faim, par exemple, mais sur un plan terrestre, planétaire. Chaque pays est, il faudrait qu'il y ait un partage de chaque pays, parce que c'est pas normal de voir des pays qui meurent de faim alors que d'autres sont en train de se goinfrer, quoi. Surtout s'ils meurent de faim, en partie parce que le système économique
provoque ça aussi, hein, parce qu'il y a quelquefois on meurt de faim parce qu'il y a une sécheresse et donc il n'y a pas de récolte. Ça, c'est une chose, mais quelquefois on meurt de faim aussi parce qu'il y a des gens qui spéculent à la bourse de Chicago Tout et à qui fait. font que le riz devient inabordable. Hein, Tout à et qui fait. font que même dans les pays en voie de développement, des commerçants à Niamey, par exemple, la capitale du Niger, qui est un des pays les plus pauvres du monde, vous avez des commerçants qui se mettent à stocker du riz en se disant ben, je vais le revendre dans un mois bien plus cher qu'aujourd'hui. Donc c'est cette emprise de l'argent en fait hein, sur les gens qui est complètement à revoir là-dedans. Il faut absolument supprimer la spéculation sur les denrées alimentaires. C'est complètement criminel de faire ça, évidemment. Et puis, il faut supprimer la spéculation en général. Et il est même prévu, les maîtres de sagesse l'annoncent, mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est probablement pas quelque chose qu'on connaîtra, mais que dans le futur, on ait même des sociétés sans argent. Et si vous voulez avoir des idées de comment ça pourrait se faire, on peut lire il y a des économistes hein, qui s'intéressent à tout ça, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui ont été, je ne sais pas si vous pensez que ça puisse être vrai, moi j'y accorde foi en tout cas, des gens qui ont été contactés par ce qu'on appelle des frères de l'espace, des extraterrestres, hein, on peut dire ça comme ça, et qui leur ont raconté comment était leur vie sur leur planète, au niveau économique par Ah oui. exemple. Hein, et ils disent, mais si nous, on vivait comme vous le faites sur Terre, on se serait détruit depuis longtemps. Mhm. Parce qu'eux ont des technologies qui feraient qu'ils se seraient détruits. Et ils disent, ben, si vous continuez dans cette Voilà. ligne-là, au niveau économique, et ça, ils le disent depuis les années 1950-1960, hein, et ils disent, le plus grand danger pour la Terre, c'est qu'elle s'autodétruise à cause pour l'humanité, hein, qu'elle s'autodétruise à cause d'un système économique complètement à côté de la plaque, quoi. Bah oui. Mais il faudrait plus Donc que voilà, on le- va mettre en place des nouveaux systèmes. Hein. Ce système de partage, il va se mettre en place grâce à l'aide des maîtres de sagesse. Enfin, il va se mettre en place grâce à l'aide, au conseil des maîtres de sagesse. Après, c'est à nous de le mettre en place physiquement. C'est là qu'intervient la voix des peuples, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. On va forcer nos gouvernements à faire en sorte que plus personne ne meure de faim sur Terre, ce qui ne coûterait pas grand-chose en plus. Bon, j'espère que ça va se produire. Parce que, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais j'ai peur que ce soit un petit peu utopique quand même, hein. Ça vient, observe depuis 30 ans l'évolution de grandes causes de ce type. Regarde comme il y a des avancées dans certains domaines qui sont fabuleux. Par exemple, on doit beaucoup à l'ONU, notamment, l'Organisation des Nations Unies. C'est probablement l'institution mondiale qui a fait le plus de bienfaits à l'humanité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin depuis qu'elle existe. Notamment dans les objectifs du millénaire, donc les objectifs qui étaient fixés en l'an 2000 et devant être atteints en 2015. On sait très bien qu'on n'a pas atteint tous les objectifs fixés de très loin, Oui. mais malgré tout, ça nous a fait avancer, on a avancé beaucoup. Par exemple, en termes d'éducation dans le monde, il y a eu des avancées phénoménales, notamment pour l'éducation des femmes, des filles. Et on sait très bien que c'est le premier pas vers une transformation des sociétés, que les filles aillent à l'école et soient un minimum éduquées. Parce que c'est une transformation au niveau de la natalité par la suite, et puis c'est une transformation au niveau de la répartition des richesses. Hein. On sait aujourd'hui que les organismes internationaux confient l'argent aux femmes dans les familles et non plus aux hommes. Oui. Hein. Mais il y a aussi quelque chose qui fait c'est que quand il y a de la lumière quelque part, il y a toujours l'ombre. En fait, il faudrait qu'il y ait que de la lumière, en fait. Parce que on va dire, il y a Daesh, par exemple. Nous, on est en train d'essayer de créer quelque chose de positif d'un côté, et on a Daesh, par exemple, pour ne citer que, hein, de l'autre côté, qui sont en train d'essayer de tout détruire, ce qui peut se construire. Oui, c'est vrai qu'il y a des forces spirituelles, des forces Il y a des forces obscures quand même. Comment? Il y a des forces obscures, il faut pas les négliger non plus. Non, mais il y a des forces obscures, mais il y a des forces qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'il y a des forces obscures qui agissent sur les plans subtils, et ça, c'est le travail des maîtres de sagesse que de s'occuper d'elles. C'est pas le travail des humains.
D'accord. Parce que ça nous dépasse, on ne sait pas comment ça marche, la plupart des gens ne sont même pas conscients. Voilà. Mais oui, il y a des forces comme ça, on appelle ça les forces de matérialité, c'est-à-dire D'accord. les forces qui voudraient qu'on reste dans la matérialité et qu'on ne remonte pas dans la divinité. C'est-à-dire des forces, j'ai évoqué tout à l'heure la notion d'évolution et d'involution, hein. Ce sont les forces évolutives qui nous ont fait descendre dans la matière, et ce sont les forces qui maintiennent la cohésion de la matière. Et ce sont des forces donc, qui sont absolument nécessaires à ce niveau-là. Il faut qu'elles maintiennent la cohésion de la matière. Le problème, c'est elles dépassent de leur champ d'action normale et qu'elles empiètent sur là où elles ne devraient pas aller, quoi, et elles nous attirent à rester fixés dans la matière. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de la matérialité pour retourner vers davantage d'esprit. Et donc, au niveau individuel, ça veut dire qu'on a du mal à rééquilibrer notre vie entre son aspect matériel et son aspect esprit. Hein, regardez combien de temps dans une journée on passe à régler les problèmes des choses matérielles, purement matérielles, et de combien d'objets inutiles on est entouré, par exemple, mais qui nous prennent du temps et de l'énergie. Et combien de temps on consacre à notre vie, à notre quête intérieure. Hein, voilà. Voilà, donc ces forces-là, elles existent, mais c'est au maître de sagesse de faire ce qu'il faut par rapport à elles. Nous, ce qu'on a à faire, c'est à ne pas se laisser prendre par ces forces-là soi-même et ne pas véhiculer, par exemple, ne pas véhiculer la peur. Dans le premier outil qu'utilisent ces forces pour maintenir le statu quo matérialiste actuel, c'est la peur. Donc elles vont mettre leur énergie chez des personnes incarnées, donc des êtres humains qui ont cette tendance à faire peur aux autres. Ou à diviser. Par exemple, aussi. Comment ? Ou à diviser aussi. Ou à diviser, exactement. Oui, diviser. Tout à fait, tu as raison. Oui. Et donc, par exemple, elles vont mettre de l'énergie chez des personnes qui nous disent « Ah, mais si vous changez de système, vous allez y perdre. » Voilà, donc c'est vrai que s'il y avait que de la lumière, comme tu dis, bah, ça irait plus vite, mais bon, ce serait peut-être moins intéressant, on évoluerait peut-être moins aussi. Enfin bon, le monde, de toute façon, il est fait comme ça, hein, de deux polarités, un pôle esprit et un pôle matière. Oui. Donc c'est à nous d'équilibrer ça, de devenir conscient, et cet éveil justement qu'on est en train de vivre nous rend de plus en plus conscients de tout ça et nous permet individuellement de rééquilibrer notre vie et donc collectivement aussi de rééquilibrer la vie. D'accord. Alors il y a une question de Gis Coeur. Combien y a-t-il de maîtres de sagesse actuellement en attente dans le monde et comment se manifeste-t-on lorsque nous serons prêts ? Et comment se manifesteront-ils quand nous serons prêts ? Pardon. D'accord. Oui, alors combien c'est pas beaucoup, hein. Donc ce sont encore une fois des êtres humains devenus parfaits, devenus immortels, devenus omniscients, omnipotents. Et ces êtres-là peuvent avoir un corps physique comme le nôtre ou pas. Hein, ils peuvent vivre sur leur plan d'existence en tant que divinité qui vit, enfin divinité entre guillemets, hein, qui vit sur d'autres plans que les nôtres, sur des plans supérieurs en taux vibratoire que les nôtres, ou bien ils peuvent avoir maintenu un corps physique, par exemple le dernier corps physique qu'ils avaient en tant qu'être humain, leur dernière vie en tant qu'être humain avant de devenir maître de sagesse, ils peuvent avoir maintenu ce corps-là en vie pour leur travail, hein. Ou alors ils peuvent naître aussi dans un corps créé par une femme, par le processus de la naissance habituel, hein, et donc imprégné d'une partie de leur conscience, ce corps, ou bien ils peuvent aussi se créer un corps, et c'est le cas de Maître Ya qui a créé son corps, on appelle ça un Maya Virupa, il a créé par sa maîtrise de la pensée, hein, et de la matière, donc il peut créer un corps de façon à pouvoir entrer en contact avec les êtres humains incarnés. Et ils sont 14 qui fonctionnent déjà dans le monde et qui sont donc dans ce processus d'émergence.
y compris Maitreya, qui est donc le premier qu'on va voir et qui est le leader de ce groupe des maîtres. Mais par la suite, au total, ils sont 63 maîtres, d'après Alice Vélé. Elle explique pourquoi, enfin c'est un peu d'ésotérisme, hein. Elle explique pourquoi il y a 63 maîtres de sagesse qui s'occupent de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire qui aident à l'évolution de l'humanité. Leur grand objectif, c'est que l'humanité augmente sa conscience. Hein. C'est l'évolution de la conscience des règnes inférieurs pour eux de la nature. Et les autres individus, les autres êtres humains qui sont devenus maîtres de sagesse, eh bien, ont continué leur évolution sur d'autres sphères. On n'est pas obligé, lorsqu'on devient maître de sagesse, de rester autour de la sphère terrestre. On peut aller ailleurs. On peut continuer son évolution sur des planètes plus avancées, en termes de conscience, par exemple. Hein. Oui. Voilà, donc c'est un petit nombre. Donc ça, c'était le combien. Et puis ensuite, la deuxième partie de la question. Oups, oh, je suis descendu. Ah. Voilà, combien y a-t-il de maîtres? Ah oui, comment se manifesteront-ils? Voilà. Voilà, ils se manifesteront. Alors ça, c'est intéressant. On va voir ce qui est prévu, hein, c'est qu'on voit d'abord le leader de ce groupe de maîtres de sagesse, dont le nom personnel est Maitreya, Maitreyak, c'est en un mot. Hein. Ça veut dire le bienheureux, celui qui apporte le bonheur, celui qui apporte la joie, etc. Et celui-là, c'est ce qu'il va falloir que l'humanité comprenne, c'est que c'est un instructeur du calibre d'un Christ ou d'un Bouddha, pourraient dire les chrétiens ou les bouddhistes, mais c'est pas un instructeur religieux. C'est plutôt ce que les ésotéristes appellent un instructeur mondial ou un enseignant planétaire, c'est-à-dire un être qui a vocation à enseigner la planète entière, puisqu'on est à l'heure du village planétaire. L'enseignement pour l'humanité doit, et avec tous les moyens de communication qu'on a évidemment, hein, il doit être donné à l'humanité entière. Donc pas spécialement aux gens qui ont une religion ou qui n'ont pas de religion d'ailleurs, hein, mais vraiment à tout le monde. Et donc il va se manifester, ce qui est prévu c'est qu'il se manifeste, il a déjà commencé à le faire en répondant à des interviews sur des chaînes de télévision à travers le monde, mais pas en se présentant comme maître de sagesse, hein, présenté comme monsieur machin, je ne sais pas comment, monsieur Smith, ou je ne sais pas quel est son nom en fait, son nom civil, le nom de son passeport. Et donc qu'on puisse le repérer comme étant une sorte de porte-parole, quelqu'un qui est capable d'exprimer ce que nous avons, nous, au fond de notre cœur, et que peut-être on ne saurait même pas formuler soi-même, et dont peut-être on n'est même pas conscient soi-même. Qu'est-ce que je voudrais pour le monde? Qu'est-ce que je voudrais pour mes enfants? Comment je voudrais que soit la vie de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants? Comment est-ce que je voudrais que la vie soit sur Terre lorsque je me réincarnerai dans ma prochaine existence, etc. Hein? Et lui sera capable de formuler ça de façon simple, de façon claire et de façon extrêmement touchante pour le cœur. Et c'est ça la puissance d'un maître, c'est qu'il peut à la fois manier l'intelligence, la pensée avec l'intelligence, mais comme la totale maîtrise du corps astral, donc du corps émotionnel, il peut nous toucher au niveau de nos centres émotionnels et au niveau spirituel aussi, bien sûr, mais donc ça fait qu'il y a une sorte d'adhésion globale de la personne à ce que dit le maître de sagesse. Hein. Il n'y a pas là ce non-alignement que j'évoquais au début entre l'émotionnel, le mental et le corps. Là, le maître, il peut nous parler, nous faire sentir les choses, nous faire voir les choses, nous faire comprendre les choses, ce qui fait qu'il y a une union intérieure en soi et qui fait qu'on adhère à ce que dit le maître. Hein. Et voilà comment on va voir quelqu'un comme ça à la télévision. D'après le maître de Benjamin Crème, il est déjà passé à la télévision aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, et puis on attend maintenant qu'il passe à la télévision en Europe. Et j'espère quand il viendra en Europe, qu'il viendra aussi en France et qu'on pourra le voir et le repérer. Et jusqu'à ce qu'on lui demande de se présenter en tant que maître de sagesse. Quand je dis on, c'est qu'il y ait suffisamment de personnes qui puissent avoir l'intuition de sa stature spirituelle pour lui demander de se présenter en tant que tel. Hein, de se présenter. Alors, Benjamin Crème raconte ça, lui il appelle ça le jour de déclaration.
je sais pas si tu veux que je le raconte, hein, je crois que je l'ai Oui, déjà vas-y, raconté. vas-y. Oui, oui. Oui, il appelle ça le jour de déclaration, le jour où on aura demandé à Maître Yah de se présenter en tant que maître de sagesse. Donc on connaîtra son visage, on l'aura déjà vu à la télévision, on aura déjà entendu, on sera d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais euh, on saura qui il est, voilà. Et donc là, on verra son visage à la télévision et on entendra, chacun entendra ses paroles dans sa propre langue. En fait, c'est un message télépathique qu'il va donner à l'humanité, à chaque être humain. C'est une sorte de Pentecôte, mais qui va se vivre à l'échelle planétaire, hein. Benjamin Crème raconte ça comme ça. Et pendant ce temps-là, il va nous montrer euh, d'où on vient en tant qu'être humain, ou à quel niveau on est tombé, et où on pourrait remonter si on décidait de repartir dans le bon sens. Et ce paradis sur Terre que j'évoquais tout à l'heure, et cet âge d'or, etc. Comment pourrait être la vie sur Terre si on mettait en œuvre les conseils que vont nous donner les maîtres dans les années suivantes. Et il va certainement nous parler aussi de cette notion de partage que j'ai évoquée tout à l'heure comme étant la première chose à faire, qui n'est pas si difficile, hein, au niveau concret, au niveau économique, au niveau organisationnel, financier, tout ce qu'on veut. Pratique, c'est pas si difficile que ça. C'est au niveau de l'esprit que c'est difficile, c'est au niveau de s'y mettre, c'est au niveau de travail sur les peurs, etc. Mais lui, ça va nous galvaniser ce jour de déclaration tellement qu'on va rapidement ensuite mettre en œuvre ce principe de partage comme base de toutes les lois économiques du futur. Et puis en même temps, il va nous montrer, ça va nous donner envie, il va nous montrer des images des villes du futur, des villes resplendissantes, des gens qui sont heureux de vivre, des gens qui auront pour vocation de croître en termes de conscience et non plus d'accumuler les biens ou les richesses au détriment de la planète. Hein, voilà, on va avoir une expérience absolument marquante, évidemment, pour chacun d'entre nous. Et puis, comme on va la vivre collectivement en même temps, on ne pourra plus la nier, on ne pourra pas nier avoir vécu ça. Évidemment, on s'en souviendra tous de façon différente, hein. Chacun aura entendu et déformera les choses lorsqu'il les racontera ensuite, c'est bien humain. Mais en même temps, Maître Yah sera toujours là ensuite pour rectifier les erreurs, hein, qu'on pourrait commettre. Mais voilà, c'est une expérience collective qu'on pourra voir dans la presse, racontée dans les jours suivants et dans les années suivantes. C'est vraiment le jour qui va inaugurer l'âge d'or. Dans le futur, on considérera que ce jour-là, c'est le jour de la naissance de cette nouvelle civilisation. Donc voilà comment et c'est le premier maître de sagesse qu'on va voir. Et il y en aura d'autres par la suite qui se montreront, hein, et qui, chaque maître a son propre département de service, on peut dire son propre champ de service, son propre champ d'activité, en fonction de sa propre couleur, on peut dire, son expérience personnelle en tant qu'être. Et donc il y a le maître Jésus, c'est-à-dire celui qui a été Jésus en Palestine et qui est devenu un maître de sagesse par la suite et qui lui sera à la tête des églises chrétiennes. Alice Belléand parle déjà, hein, dans les années 50, elle disait que le travail du maître Jésus sera de réunifier les églises chrétiennes. Mais tout ça va se faire aussi avec le libre arbitre humain, donc plus ou moins vite, selon comment nous, les êtres humains, on va dans ce sens-là ou bien on freine des cas de fer. Oui. Non, les maîtres ne peuvent pas nous forcer, hein. Est-ce qu'on a, nous, imaginons que j'ai 50 ans, c'est mon âge en fait, est-ce que j'aurai une chance de voir tout ça un jour? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que bien des choses avaient été annoncées comme devant se produire avant ce jour de déclaration, hein. Si tu lis les premiers livres de Benjamin Crème qui ont été écrits dans les années 1970, il décrit des choses qui doivent se passer et qui, à l'époque, semblent relever de la futurologie ou de la spéculation. Hein, il disait des choses, des fois, on ne voyait même pas trop l'importance de ce qu'il voulait dire. Et puis quand on relit ses livres maintenant, on s'aperçoit, mais oui, ça s'est passé comme ça. Oui, ça a évolué comme ça. Cette tendance-là, qui était à peine perceptible dans les années 70, elle s'est complètement épanouie. Si on regarde...
il faut voir, voilà. Et donc, si on analyse tout ça, on voit qu'on va dans cette direction-là, même des choses qui étaient annoncées par Alice Bailey comme devant se produire avant le retour de ce qu'elle appelle, elle, le retour de l'instructeur mondial, eh bien, sont en train de se produire. Par exemple, je peux donner des exemples, hein, elle avait dit que l'humanité était sous l'emprise de 3 totalitarismes en tant que, comment dire, forme pensée totalitaire. Et elle disait le politique, l'économique et le religieux. Et donc, je ne sais plus quand c'est écrit, je pense dans les années 40 ou 30 ou 40 ou 50 par là, hein. À l'époque, et surtout, oui, l'identification des gens à leur clan politique était extrêmement grande. C'est-à-dire que les gens se définissaient comme étant moi je suis communiste, moi je suis capitaliste, moi je suis pour les Russes, moi je suis pour les Américains. Enfin, c'était la guerre froide, c'était une période où pour des raisons politiques, en Afrique, par exemple, l'Afrique était divisée entre les pays marxistes, entre guillemets, et puis les autres qui suivaient le plan occidental. La division du monde et l'emprise du politique sur la psyché humaine était colossale. Et elle avait prédit, Alice Bailey, que ces 3 totalitarismes, donc sur le politique, l'économique et le religieux, tomberaient, disparaîtraient dans cet ordre-là. D'abord le politique, ensuite l'économique, et ensuite seulement le religieux. Et que le religieux ne pourrait d'ailleurs tomber qu'après ce que j'ai appelé tout à l'heure le jour de déclaration, c'est-à-dire après le retour à la vie publique des maîtres de sagesse. Ben oui, c'est logique. Et donc, le second, à tomber, c'est l'économique, et on est en train de vivre ça actuellement. Il y a 15 ans, moi, quand je faisais des conférences et que je commençais à parler du partage, les gens, ils me regardaient en disant, mais quoi, c'est du communisme que vous voulez nous faire faire? Mais quoi, le partage, qu'est-ce que c'est ça? Les gens n'avaient pas enfin, les gens étaient pris par leur conditionnement, de leur croyance dans la loi du marché, dans la concurrence, etc. Et on voit bien à quel point ça a changé aujourd'hui. Même les grands médias aujourd'hui remettent en cause le système. Et il faudra attendre que Maitreya se montre et pour que l'emprise du religieux sur l'humanité disparaissent de la même manière. Hein. Il faudra ça parce que c'est... Oui. J'ai une question bête, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'être humain a tué Jésus. Pourquoi il ne tuerait pas Maitreya? Maitreya, Jésus, c'était un grand initié, c'était donc quelqu'un qui relevait du règne humain. Certainement qu'il aurait eu les pouvoirs d'éviter la crucifixion, mais ça a été son choix de ne pas le faire. Bon, il y a des raisons, mais que je ne vais pas détailler ici. Alors que Maitreya, lui, c'est un maître de sagesse. Donc c'est quelqu'un qui est immortel par définition. D'accord. C'est quelqu'un qui est capable d'apparaître, de disparaître. C'est quelqu'un qui est capable de faire arrêter les balles devant lui, comme dans un film de super-héros. Hein, je comprends. Ou un film enfin les gens qui ont des pouvoirs là. Un maître de sagesse, c'est vraiment la maîtrise de la matière à un point que nous on n'imagine pas. Hein. D'accord. Donc non, on peut absolument pas tuer Maitreya, et c'est prévu qu'il reste en vie dans son corps pendant toute l'ère du Verseau, c'est-à-dire pendant plus de 2000 ans. Voilà. Donc là, il n'y a pas de risque. D'accord. Il n'y a pas ce risque-là. C'était normal que je pose cette question quand même. Mais oui, parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'expliquer davantage qui est Maitreya. Et... Voilà. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission. Ça fait 1h30. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le site dont tu parlais tout à l'heure? Alors, le site de la revue mensuelle Partage International, donc partageinternational.org. Et il y a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Partage International, c'est pour ceux qui préfèrent regarder les vidéos. Vous trouverez des vidéos de Benjamin Crème, il donne certaines conférences qui sont traduites, hein, parce que lui il parle anglais. Voilà, je pense que c'est le plus simple. Autrement, vous pouvez lire aussi ce livre qui s'appelle L'éveil de l'humanité, par Benjamin Crème, que j'ai mentionné. Et puis, moi, je conseille les livres de Benjamin Crème par rapport... plutôt que les livres... Moi, j'ai plutôt d'abord lu Benjamin Crème
et ensuite lu Alice Bailey, parce que Alice Bailey, c'est de l'ésotérisme, elle va plus profond dans l'ésotérisme et dans l'explication des choses, mais l'avantage de Benjamin Crème, c'est que c'est facile à lire, c'est de la vulgarisation, et que ça nous donne tout l'essentiel, les bases. Et c'est plus facile de lire ensuite Alice Bailey que si on n'a aucune base. C'est assez difficile de lire Alice Bailey sans aucune base préalable, en fait. D'accord. Voilà pour les conseils de lecture. Et il y avait Petite Marie qui demandait si tu avais une page Facebook. Non. Ah, mais il y a Partage International, il y a une page Facebook. Mais moi, personnellement, non, je ne sais pas quelle est la question de Marie. Mais moi, j'ai pas de page Facebook. Je suis un peu ancien par rapport à ça, disons. D'accord. Ben, on va se quitter pour ce soir. On te retrouve l'année prochaine. Ah ben Enfin, l'année volontiers. prochaine, ça veut dire à la Volontiers. prochaine saison que À la j'entends. Hein. prochaine saison. Bon été. Alors, bon été à tout le monde. Bonne continuation vers l'éveil et l'accroissement de la conscience de chacun, dans la joie. Voilà. Bon, on n'a pas pu lire toutes les questions, mais bon, voilà. Bah, je te dis à bientôt, Olivier. À bientôt, Jeff. Et Bonne puis, soirée à tous. je te souhaite également de bonnes vacances. Merci. Voilà. Et puis, pour les auditeurs, on se retrouve lundi pour la country music ou alors mardi pour. Alors, ce sera Kate qui va venir animer donc l'arbre aux étoiles. Et sinon, moi, je ferai la médiumnité. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Salut, salut.